On va accueillir Manuel Boucher, que j'invite à me rejoindre sur le plateau. Manuel Boucher est quelqu'un de plutôt bien connu car il a publié pas mal sur différentes questions et notamment celle de la participation des usagers en mettant en relation cette question de la participation avec celle de la transformation des pratiques professionnelles des acteurs en protection de l'enfance. C'était en 2014. Manuel Boucher est professeur des universités en sociologie à l'université de Perpignan. Il a besoin de la télécommande, mais le voilà équipé. Et Monsieur Boucher, je vous cède donc la parole. Il me faudrait le PowerPoint. On va vous le mettre à l'écran. Voilà. Bon, ça va, vous m'entendez bien? Donc, bonjour à tout le monde. Vous êtes en pleine digestion. Et ben voilà, ça tombe sur moi, mais c'est comme ça. Donc, je vais essayer de vous faire une intervention tout en essayant de respecter aussi le cadre horaire qui est lié au fait que je dois prendre un train, évidemment. On dit que la pédagogie, c'est la répétition. Donc, il y a bien sûr des choses que vous avez déjà entendues ce matin, mais que je vais dire différemment, notamment des choses que vous avez entendues avec Maryse Bresson. Évidemment, comme on travaille sur des sujets relativement proches, il y a des choses qui vont revenir, mais je vais le traiter autrement. Donc, déjà dans un premier temps, alors déjà je vais voir si ça marche. Est-ce que ça marche? C'est de quel côté? De ce côté-là? C'est de ce côté-là. Donc, cette intervention, elle s'inscrit donc dans ce que je nomme aujourd'hui une sociologie des turbulences, comme vous le voyez inscrit derrière moi, construite dans un contexte, celui de l'accroissement de la globalisation et d'épanouissement de l'idéologie néolibérale. Alors, par néolibéralisme, j'entends le processus enjoignant l'ensemble des organisations privées et publiques, ainsi que les acteurs constitutifs d'une société, à s'inscrire dans un système de normes, celles de la concurrence, de la compétitivité, de la performance, et devant obéir aux règles du marché économique et financier. Donc évidemment, mes feuilles ont du mal à tourner. En effet, alors que Zygmunt Bauman, qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « Les riches font-ils le bonheur de tous ?», note qu'à la fin du siècle dernier a été acceptée l'idée étrange qu'en se conduisant de manière égoïste, des individus pouvaient faire le bien des autres, j'ai ressenti la nécessité de construire une sociologie orientée vers la volonté de comprendre les désordres des inégalités et leur régulation. Alors, par désordre des inégalités, j'entends toutes les formes d'action, c'est-à-dire de réaction aussi, c'est-à-dire des actes de délinquance, de déviance, de défiance, de révolte, de rébellion, individuelles ou collectives, en particulier mis en œuvre par les membres des classes les plus stigmatisées, souvent perçues, comme vous le savez, des classes dangereuses, qui troublent l'ordre établi en réagissant à la violence des rapports sociaux induits par la production, par la reproduction, par l'augmentation des inégalités et des injustices socio-économiques développées au sein des sociétés capitalistes. Donc la sociologie des turbulences est d'abord une sociologie au service de l'émancipation. Dans cette perspective, la sociologie doit avant tout être mobilisée pour lutter contre les phénomènes antisociaux, émanciper les acteurs en développant leur capacité d'action, leur capacité de réflexion, bien sûr. Mais il s'agit également d'une sociologie au service de la transformation sociale, dont l'un des buts est de fournir un cadre d'analyse et de compréhension sociologique pour appréhender les processus de déliaison ou de décomposition du lien social. Et donc cette sociologie, elle souhaite rompre avec les processus de diabolisation, de stigmatisation, de réification, c'est-à-dire de chosification, des populations anomaliques, considérées comme déviantes, en prenant de la hauteur vis-à-vis du traitement médiatique et politique des mondes populaires. Donc dans la pratique, je tente ainsi de repérer et d'analyser les conflits sociaux, politiques, éthiques et culturels contemporains qui révèlent les disjonctions, les oppositions entre, d'une part, les valeurs égalitaristes, les valeurs émancipatrices, de reconnaissance et de justice sociale qui sont revendiquées par nos sociétés modernes, individualistes et démocratiques, et de l'autre, la réalité des rapports de domination, de discrimination, je l'ai dit tout à l'heure, de réification, de mépris, qui sont sans cesse en voie de transformation et de recomposition dans ces mêmes sociétés.
Enfin, j'insiste sur les capacités d'action. Je me suis trompé en fait, j'ai été un peu trop vite, c'est pas grave. J'insiste aussi sur les capacités d'action et de réaction individuelle et collective, notamment à travers la révolte, la subjectivation, la réflexivité, des acteurs qui, malgré les épreuves et les expériences de domination et de désubjectivation dans lesquelles ils peuvent être engagés, en tant qu'acteurs sujets porteurs de droits, des droits politiques, des droits sociaux, des droits culturels, selon l'expression du sociologue Alain Touraine, se rebellent pour accéder à la liberté et à la préservation de leur dignité. Et donc, dans cette optique, ce que je soutiens, c'est qu'il n'est pas possible de comprendre quel type de situation, quel type d'interaction favorise, limite ou empêche la production des désordres, des inégalités que je vous ai définis, si l'on ne s'intéresse pas aux motivations, aux logiques d'action et aux raisons d'agir d'acteurs en tension qui sont engagés dans différents types de systèmes, et notamment idéologiques, culturels, politiques, économiques et hiérarchiques. Donc, dans cette communication, c'est donc à partir de ce cadre théorique, celui de la sociologie des turbulences, lié à une pratique sociologique interventionnelle, que je vais donc questionner, qu'est-ce que je vais questionner? L'ambivalence de la participation dans la protection de l'enfance en tant que nouvel espace du contrôle social des familles populaires, déjà interrogées, on le voit derrière, à la fin des années 70 par Jacques Dongelot dans ce fameux ouvrage « La police des familles ». Mais bien sûr, avant d'apporter des éléments de réponse sur les liens entre participation, parentalité, processus de renouvellement du contrôle social des familles populaires, définissons bien sûr ce que j'entends par contrôle social, par participation, par parentalité et famille populaire. Je vais le faire rapidement. D'abord, on parle souvent du contrôle social, mais qu'est-ce que le contrôle social? Donc, qu'est-ce que j'entends par contrôle social? Classiquement, comme le souligne le sociologue de la déviance qui s'appelle Philippe Robert, l'espace du contrôle social se situe entre la socialisation et la réaction sociale à la déviance. Et donc, dans cette optique, le contrôle social, finalement, il définit l'ensemble des mécanismes et des processus qui rendent possible l'ordre social à partir de deux postures principales. La première, le contrôle social prévient la déviance, c'est-à-dire parle de processus de socialisation. Le second, c'est que le contrôle social réagit et constitue la déviance. Là, on parle de réaction sociale. Et donc, dans la pratique, quel que soit le type de société, le contrôle social surveille, il vérifie, il inspecte, il corrige les velléités déviantes. Et donc, plus précisément, comme le souligne toujours Philippe Robert à propos de la sociologie américaine, qui a beaucoup travaillé cette notion, ce concept de contrôle social, cette notion, elle est prise dans une acceptation extrêmement large, puisqu'elle désigne la capacité d'une société à se réguler elle-même en fonction des principes et des valeurs souhaitées. Donc cet accent sur l'autorégulation amène à concevoir le contrôle social comme l'inverse du contrôle coercitif. Et donc en définitive, le contrôle social est une forme de contrôle rationnel de la vie sociale, autrement dit de la société sur elle-même. Donc aujourd'hui, j'associe ce concept de contrôle social à une réorganisation des processus de surveillance et de socialisation qui sont adaptés, on en a déjà parlé ce matin, à une société hyper-individualiste, à une société atomisée, au sein de laquelle se développent de nouvelles épreuves de la domination. La domination, qu'est-ce que c'est? Si on regarde les grands sociologues comme Max Weber, on a cité Durkheim ce matin, on va citer Weber. Donc la domination, on peut l'entendre comme un exercice d'autorité, comme un exercice de pouvoir ou d'emprise physique et ou psychologique d'un individu ou d'un groupe sur un autre individu ou un groupe, que cet exercice soit conscientisé ou non. Et donc, dans ce cadre, c'est des nouvelles épreuves de la domination, notamment l'intériorisation de la responsabilisation individuelle, bien sûr on va en reparler, s'inscrit évidemment, ça permet donc de penser les difficultés vécues. Et donc je souscris effectivement à la formule de Paulo Freire, donc sur la conscience malheureuse imposée aux opprimés, je le cite, « Il est important de toujours voir clairement que l'inculcation chez les dominés, d'être tenus pour responsables de leur situation, fait partie du pouvoir de l'idéologie dominante. D'où la culpabilité qu'ils éprouvent à un certain moment de leur relation avec leur contexte, avec les classes dominantes, de se retrouver dans telle ou telle situation désavantageuse. »
Alors, par participation ensuite. Je vais aller assez vite puisque Maryse l'a déjà fait. Donc, les concepts effectivement de participation, d'empowerment, je reviendrai dessus, d'autodétermination, influence bien sûr les nombreux textes de loi dans le domaine des politiques sociales, mais aussi cette journée bien sûr, hein, elle s'inscrit là dans cette dynamique. Et donc les prérogatives législatives initiées au début des années 80 et réaffirmées au cours des années 2000-2020 soulignent toute l'importance bien sûr de démocratiser les pratiques en travail social. Et donc le concept de participation ou celui d'empowerment, Yann Le Bossé en parlera très très bien tout à l'heure, donc on va parler aussi de capacitation, d'empouvoirisation, de pouvoir d'agir bien sûr, venu des États-Unis maintenant vous le savez, mais de plus en plus utilisé et plébiscité en France, et donc officiellement appréhendé comme un moyen de changer les relations, généralement asymétriques, entre les travailleurs sociaux et les personnes qu'ils accompagnent. Donc Marie-Hélène Baquet, qui a déjà été soulignée ce matin, souligne que l'empowerment indique le processus par lequel une personne ou un groupe social acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action. L'empowerment, finalement, articule deux dimensions. Celle du pouvoir, qui constitue la racine du mot, et celle du processus d'apprentissage pour accéder à ce pouvoir. Et donc, dans la pratique, des travaux, dont certains des miens, soulignent que, loin de favoriser la mise en place de modalités d'action valorisant une dimension politique de la participation, c'est-à-dire une intervention des personnes accompagnées tournée vers une participation directe de leur part aux prises de décision concernant l'orientation des mesures auxquelles ils sont soumis, les modalités de participation restent dans bien des cas convenues, et vous le savez, surtout destinées aux évaluateurs externes qui vérifient si les institutions respectent bien les lois du 2 janvier 2002. Donc, rénovant l'action sociale et médico-sociale, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus d'évaluation interne, mais qu'il n'y avait plus qu'une évaluation externe. Donc, finalement, par conséquent, l'appropriation actuelle de la notion d'empowerment par une partie de plus en plus grande des acteurs du champ social peut aussi être interprétée comme un renouvellement des formes de contrôle social, en ce sens, que j'ai défini tout à l'heure, en ce sens que les pratiques dites d'empowerment se détachent progressivement d'une perspective de transformation sociale. Et effectivement, Baquet et Bauer soulignent en effet que la plupart des approches actuelles du travail social ne retiennent que la dimension individuelle, voire thérapeutique de l'empowerment. Et donc le succès de la notion s'accompagne de sa réduction au profit d'une approche individuelle, délaissant les dynamiques collectives et surtout les perspectives politiques initiales. Dans le champ social, le succès du pouvoir d'agir s'accompagne de sa réduction donc au profit d'une approche personnalisante. Le dernier rapport du conseiller d'État qui a été cité il y a 2 minutes de Denis Piveteau, chargé donc par le gouvernement à la fin de la mandature du président d'Emmanuel Macron, sa première, de définir de nouvelles perspectives pour le travail social, affirme ainsi qu'au sein d'une société dite inclusive, la valorisation, voire le réenchantement des métiers de l'accompagnement social et du travail social, doit passer par la prise de conscience des travailleurs sociaux eux-mêmes qu'ils sont désormais tenus d'agir pour la participation active des personnes accompagnées. Et donc, dans cette perspective, les travailleurs sociaux doivent réaliser qu'ils sont désormais des promoteurs du pouvoir d'agir, de l'autodétermination, de la transformation inclusive des personnes en situation de handicap et de la vulnérabilité, celles-ci ne devant plus être considérées par défaut, mais reconnus, ces acteurs, en fait, en situation de handicap et de vulnérabilité, doivent être reconnus comme des experts d'usage de leur propre handicap et difficultés. Cela signifie donc que les travailleurs sociaux, à travers la mise en œuvre d'approches dites, j'adore le terme, management participatif, accompagnent des experts d'usage détenteurs de savoir expérientiel. Dès lors, pour être reconnus dans leur capacité à soutenir par leur propre pouvoir d'agir l'autodétermination des personnes accompagnées, les professionnels doivent être eux-mêmes soutenus dans leurs compétences, ce qu'on appelle parfois, nous dit Denis Piveteau, les habiletés, qu'il a piqué à quelqu'un d'autre. Donc, au bout du compte, les utilisations professionnelles de la démarche d'empowerment s'incluent alors parfaitement
dans les approches néolibérales de responsabilisation des acteurs que j'ai définies au tout début de mon propos. Et donc, dans cette perspective, on peut également citer le fameux livre vert du travail social. Ce fameux livre vert, donc annoncé lors de la conférence gouvernementale des métiers de l'accompagnement social et médico-social qui s'est tenue le 18 février 2022, ça vous intéresse parce que comme ça, vous pourrez toucher les 183 €. Dans ce livre vert, et lié à cette conférence, il y a cette idée, donc, qu'à partir d'un positionnement propre, celui de l'idéologie de la performance, ce livre constitue un véritable vade-mecum du travail social définissant les mots, les concepts, les processus et cadres idéologiques attendus de la part des dirigeants du social, incluant les pouvoirs publics vis-à-vis des travailleurs sociaux et des entrepreneurs sociaux du futur, c'est-à-dire les acteurs rigolés tout à l'heure, aller vers, participation des personnes directement concernées, pratiques réflexives, pouvoir d'agir, référents de parcours, blocs de compétences capitalisables, etc., etc. La parentalité. Qu'est-ce que j'entends par parentalité? J'en reviendrai dessus. Depuis le début des années 90, effectivement, la parentalité, le thème de la parentalité et du soutien à la fonction parentale s'est beaucoup développé dans le champ social et politique. Et donc, en faisant la synthèse des travaux réalisés sur l'aide à la parentalité produits donc ces dernières décennies, Virginie Malocher donc souligne que le vocable parentalité sert non seulement à requalifier la fonction, l'expérience et les pratiques parentales, mais permet également de désigner de nombreuses mesures de soutien orientées vers les familles portées par différents réseaux d'acteurs et dont les pouvoirs publics se veulent désormais les garants. Et ainsi, en moins de 2 décennies, comme le souligne Michel Chauvière en 2008, celui-ci a montré que l'aide à la parentalité est devenue une catégorie d'action publique à part entière aujourd'hui. Et donc, dans leur diversité, les actions de soutien à la parentalité représentent des supports d'intervention, quelquefois centraux pour les nombreux acteurs sociaux au contact des familles, en particulier celles des classes populaires, puisque les politiques d'action publique à destination de ces familles permettent le cofinancement de beaucoup de projets de gouvernance familiale. Enfin, dernier terme que je voulais définir, c'est celui de famille populaire. Qu'est-ce que j'entends par famille populaire? En fait, c'est ma famille. Je vous dis ça parce que c'est mon grand-père. Donc, mes enquêtes, elles soulignent que les familles majoritairement visées par les dispositifs de parentalité sont des familles des classes populaires. Ainsi, les familles des classes populaires dont il s'agit ont des styles de vie associés à celui du monde ouvrier, des petits employés à celui des familles pauvres, autrement dit des surnuméraires, subsistant grâce aux prestations sociales et souvent installés dans le précariat. Et donc, dans tous les cas, ces familles ont en commun d'être peu armées pour faire face au retour de l'incertitude de l'existence et au développement de l'insécurité sociale dans les sociétés post-industrielles. En outre, tous les membres des classes populaires ont en commun d'être désignés par les représentants des classes dirigeantes et dominantes dans un rapport entre le « eux » et le « nous » comme étant des individus et des familles appartenant à un groupe social spécifique, potentiellement turbulents, fauteurs de troubles, voire dangereux pour l'ordre établi, et en ce sens, ils font donc l'objet de multiples processus et dispositifs de contrôle et de répression. Et donc, dans ce cadre, une question centrale. En appui donc sur ces définitions, je souhaite maintenant finalement apporter des éléments de réponse à cette question. La promotion du pouvoir d'agir dans la protection de l'enfance ne coïncide-t-elle pas avec une injonction à la responsabilisation des familles populaires? En effet, depuis plusieurs décennies, la responsabilisation éducative des familles des classes populaires est devenue une préoccupation forte, non seulement pour les instances soucieuses de l'intérêt de la protection des enfants, mais aussi pour celles qui sont en charge de la prévention et du traitement de la délinquance juvénile. Le réinvestissement politique de la gestion des risques mobilise de nombreux acteurs sociaux de la protection de l'enfance et de la prévention de la délinquance qui sont impliqués dans une pluralité de dispositifs spécifiques. On peut notamment citer les cellules de veille éducative, les programmes de réussite éducative, les cellules de prévention sécurité, les conseils des droits et des devoirs des familles, etc. Et mes enquêtes sur la parentalité en milieu ordinaire dans les quartiers populaires et dans le système de la protection de l'enfance montrent l'ambivalence, tout à l'heure Maryse parlait d'ambivalence, elle a tout à fait raison, du champ de la parentalité, oscillant sans cesse entre des logiques de valorisation et
d'émancipation et des logiques de responsabilisation, mais aussi de moralisation, voire de pénalisation des familles des classes populaires. En effet, le champ de soutien à la parentalité représente une nébuleuse assez floue et hétérogène. Je vais citer les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, les REAP, des collectifs parentalité regroupant des professionnels et des bénévoles, par exemple. Et donc la parentalité, elle est en fait traversée par un double mouvement de valorisation, mais aussi d'incrimination des familles. Donc dans la pratique, plusieurs modèles de soutien à la parentalité coexistent ou s'interpénètrent, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. En effet, à côté du maintien du modèle historique d'émancipation, où l'objectif final, principal des acteurs sociaux demeure la protection des enfants et l'aide aux familles, avant tout perçues comme souffrantes, comme fragiles, à travers l'accompagnement. La valorisation des ressources et de compétences familiales, effectivement dans ce modèle, même dans les situations de maltraitance ou de négligence, la valorisation des ressources et des compétences familiales va être privilégiée. On assiste aussi au développement de modèles plus sécuritaires, au sein desquels l'objectif principal n'est pas l'aide aux familles, mais leur resocialisation et la protection de la société. C'est-à-dire que dans ces modèles moralo-sécuritaires, les familles à risque sont alors d'abord perçues comme pathogènes, comme criminogènes, et les parents considérés comme défaillants, démissionnaires et déviants. Donc j'ai fait une espèce de petit tableau donc, qui résume un petit peu. Donc, 3 types d'approches pour moi. L'approche émancipatrice, l'approche sociale sécuritaire, l'approche sécuritaire. Et donc on voit bien dans les objectifs poursuivis, pour les approches émancipatrices, on protège les enfants, social sécuritaire, on socialise, on aide les familles et on protège la société. Et enfin, dans le sécuritaire, on protège d'abord la société. Et bien sûr, les logiques d'action sont reliées à ces différents types d'approches. Par exemple, si on prend l'approche sécuritaire, il y a dans les logiques d'action, on a un jugement moral, une rééducation des parents, une injonction à la conformation des pratiques éducatives à des modèles familiaux majoritaires, une injonction paradoxale pour les parents, à la fois collaborer aux actions de rééducation et être les sujets de la stigmatisation et de l'infantilisation, etc. Donc vous aurez compris qu'évidemment, quand on est travailleur social et qu'on s'inscrit dans une logique qui est celle des références déontologiques des travailleurs sociaux, évidemment, on va plutôt revendiquer le premier modèle. Mais après, dans les pratiques, c'est pas si clair. Donc, dans un autre cadre, celui du milieu ordinaire au sein des quartiers populaires, pardon, excusez-moi, dans un autre cadre que celui du milieu ordinaire des milieux populaires, des quartiers populaires, celui du système de la protection de l'enfance, la dynamique de la participation des familles dans les mesures de placement peut également être interrogée à l'aune du renouvellement des formes de gouvernance des familles populaires. Alors par système de protection de l'enfance, qu'est-ce que j'entends ? J'entends l'ensemble des acteurs politico-institutionnels, ASE, magistrats, des acteurs psycho-éducatifs qui accompagnent les enfants, les adolescents et les parents visés par les mesures de prise en charge administrative ou judiciaire au titre de la protection de l'enfant dans un cadre ouvert, donc la EMO, ou AED, ou plus institutionnel. Et donc il s'agit bien sûr d'enfants accueillis dans des établissements médico-sociaux tels que les DITEP, MEX, IME, etc., dans des familles d'accueil, des lieux de vie, dans leur famille. Il s'agit également de parents d'enfants placés ou dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de protection au sein du milieu familial. Et en fait, paradoxalement, le système de protection de l'enfance est en tension, comme le reconnaît en creux la loi du 7 février 2022, dite loi Taquet, puisque d'une part, il continue de reproduire une culture du placement des enfants des familles populaires pourtant éloignées des objectifs des lois de protection de l'enfance de mars 2007 et 2016, en matière notamment d'amélioration du respect des droits des usagers, et d'autre part, il confond l'incitation à la participation des familles dans les mesures éducatives avec une logique de responsabilisation. Et donc, au sein de la protection de l'enfance, cette culture du placement, c'était ce que l'enquête avait montré, associée au maintien d'une forte judiciarisation des mesures éducatives, souligne que le système de protection de l'enfance a longtemps été et est encore aujourd'hui largement organisé à partir de l'idée que tous les enfants en danger, qu'ils soient carencés en raison de difficultés de leurs parents, chômage, alcoolisme, problèmes de santé, etc., ou réellement victimes de comportements parentaux maltraitants,
soient protégés de parents, tous considérés comme défaillants, pathogènes, voire criminogènes. Et donc beaucoup de travailleurs sociaux indiquent qu'ils ont d'abord pour mission, dans le cadre de notre enquête, de sécuriser l'environnement physique, moral et psycho-affectif d'enfants en danger, ce qui implique de mettre à distance des parents considérés comme maltraitants sans prendre en compte leur appartenance de classe et leur situation socio-économique. Or, cette approche dite métasociale de la protection de l'enfance aboutit dans de nombreux cas à confondre des situations de maltraitance avec d'autres situations relevant davantage de carences éducatives. Ainsi, à l'instar d'autres registres d'action, en particulier dans le champ de la police, que j'ai pas mal travaillé également, qui dans le modèle autoritaire de la police française a tendance à traiter les contrevenants de l'autorité policière comme des ennemis publics numéro 1, dans le champ de la protection de l'enfance, beaucoup de parents, notamment de familles monoparentales en difficulté économique, sont considérés par des acteurs de la justice et du travail social comme des parents maltraitants et traités comme tels, alors qu'ils sont simplement coupables, entre guillemets, de carences éducatives. Et par conséquent, même s'il est encore tabou de critiquer les pratiques d'intervention sociale qui ne visent pas d'abord à mettre hors de danger des enfants réellement maltraités par des parents irresponsables, malades et dangereux, mais à plutôt extirper des enfants de milieux populaires défavorisés en proie à des carences éducatives de la part de parents en situation de vulnérabilité, j'ai pu donc faire le constat, au même titre que vous savez de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'existence d'un lien entre pauvreté des familles et placement de leurs enfants. Il est donc paradoxal que les mesures de placement, souvent judiciarisées, soient encore la règle en protection de l'enfance, alors que ces mesures devaient être réservées à des situations exceptionnellement graves. Donc cette façon de penser et d'organiser le système de protection de l'enfance à partir d'une indistinction entre carence et maltraitance favorise donc l'établissement d'un fossé entre des parents décrédibilisés, culpabilisés, infantilisés et généralement maintenus à l'écart de la mise en œuvre des mesures éducatives. En réalité, les familles, qu'elles soient maltraitantes ou simplement en difficulté pour assumer leur autorité parentale, sont contraintes de respecter, sous peine de perdre tout contact avec leurs enfants, le rapport asymétrique qui leur est imposé par le cadre judiciaire. Et donc, dans ce cadre, dans ce contexte, la participation des parents constitue donc une véritable injonction paradoxale, puisqu'ils sont à la fois hyper responsabilisés et en même temps infantilisés. Ainsi, l'utilisation récurrente du droit de visite en présence d'un tiers est souvent mobilisée, non pas pour protéger des enfants en danger, mais avant tout pour servir les intérêts institutionnels. Il est évidemment plus complexe de favoriser l'intervention sociale au sein du domicile des parents. Et donc, face à cette culture du placement, les départements sont généralement très critiques, mais ce n'est pas la même critique que la mienne. En effet, ne pouvant plus assumer, notamment pour des raisons de maîtrise budgétaire, la perpétuation d'une culture du placement, des départements affirment la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle culture de la participation, avant tout pensée comme un appel à la responsabilisation de tous les acteurs de la protection de l'enfance, que ce soit les travailleurs sociaux, les parents, les enfants, les familles d'accueil, les magistrats. Autrement dit, les intervenants sociaux doivent pouvoir activer et mobiliser les usagers pour qu'ils se responsabilisent, en favorisant ainsi leur conscience malheureuse. Et effectivement, un sociologue très important, qui nous a quittés malheureusement, Robert Castel, nous dit que nous assistons depuis plusieurs années à la production de quoi? D'un paradigme d'activation des politiques sociales. Je le cite, « On peut appeler paradigme de l'activation ce nouveau modèle qui reconfigure le champ de la protection sociale. C'est en fait une constellation de termes que l'on revoit ainsi, car on peut aussi parler d'une exigence de responsabilisation, de mobilisation, d'investissement personnel, d'individualisation, de subjectivation, de contractualisation, de logique de projet, de contrepartie, etc. Mais il s'agit à chaque fois d'impliquer l'individu et faire qu'il s'implique lui-même afin de collaborer à ce qu'on fait pour lui, de telle sorte que sa propre responsabilité soit toujours engagée, y compris dans ses échecs. Et donc, dans cette optique, les intervenants sociaux doivent aussi être responsabilisés pour intervenir dans les familles en ayant conscience qu'ils ne doivent pas induire une relation d'assistanat.
lors d'un entretien, un responsable d'un conseil départemental m'avait dit « il faut arrêter le béquillage ». Et donc, à terme, se retirer des familles le plus rapidement possible, d'abord pour des raisons budgétaires, même s'il existe également des raisons éthiques et démocratiques. Et donc, vis-à-vis des familles populaires, de nombreux intervenants sociaux sont donc face à un paradoxe. Pourquoi ils sont face à un paradoxe? Parce qu'on leur demande de promouvoir l'intégration sociale et le pouvoir d'agir de leurs usagers à travers une finalité politique, en agissant au niveau individuel, c'est-à-dire à travers un traitement psycho-relationnel, alors que très souvent, les personnes qu'ils accompagnent sont en difficulté parce qu'elles subissent les mutations socio-économiques et non pas parce qu'elles sont des individus souffrants, affectés par des problèmes psychologiques et éducatifs. Donc en conclusion, est-il possible de produire un accompagnement social, participatif à la fonction parentale, qui ne soit pas seulement confondu avec une forme plus ou moins renouvelée de contrôle social des familles populaires? En milieu ordinaire, il me semble que le premier enjeu consiste à rompre avec l'ambivalence de ce champ qui oscille sans cesse entre des logiques de valorisation et d'émancipation, on l'a vu, et des logiques de responsabilisation et de moralisation, voire de pénalisation des familles des classes populaires. Le second enjeu, c'est la construction en acte de l'idéal émancipateur des pionniers de la parentalité, dans lequel les parents ne sont pas considérés comme fautifs de leur défaillance, mais comme des personnes en difficulté ayant besoin d'une aide pour favoriser la bientraitance des enfants, mais aussi devenir des acteurs citoyens. Et donc, dans cette optique, des intervenants sociaux peuvent, on pourrait l'imaginer, mettre en œuvre des stratégies individuelles et collectives leur garantissant d'agir dans le respect des références déontologiques favorables à l'établissement d'une relation de confiance avec leurs usagers, avec les personnes qui les accompagnent. Par exemple, reconnaître les revendications de l'anonymat, du non-mandat, la libre adhésion, comme ça se fait en prévention spécialisée, du secret professionnel, de l'organisation spontanée de séances d'analyse des pratiques au sein desquelles se construit une culture professionnelle collective. C'est aussi résister aux logiques de responsabilisation et de culpabilisation des parents des classes populaires en refusant, en particulier, de considérer prioritairement des causes psychologiques, des causes culturelles, voire des causes aujourd'hui ethno-raciales, cette fameuse culture de la pauvreté, pour expliquer les difficultés éducatives de certaines familles. Et donc, face aux difficultés qu'ils ont à penser les transformations sociales et le sens de leur action, certains intervenants sociaux tendent effectivement à personnaliser et à culturaliser les causes des problèmes rencontrés par les personnes qu'ils accompagnent, se replient sur des missions de contrôle social, mais aussi sur la moralisation des conduites. Donc, participer aussi, pourquoi pas, pour ces travailleurs sociaux, à l'auto-organisation des groupes de parents des classes populaires, au lieu de contribuer à leur encadrement dans des programmes de responsabilisation parentale, articulant des dispositifs de surveillance et de sanctions. Et donc, dans le travail social, je vais revenir rapidement un petit peu sur l'empowerment, les démarches et les projets d'empowerment sont effectivement, la plupart du temps, développés de façon unilatérale par des professionnels sociaux eux-mêmes et s'inscrivent dans des logiques de responsabilisation, mais aussi, je crois, de dépolitisation. Et donc, de nouveau, pour citer Baquet, elle souligne que le vocabulaire de l'empowerment, il fonctionne comme une injonction et une prophétie auto-réalisatrice qui ne sont suivies d'aucun moyen concret de mise en œuvre. Il en résulte donc une dépolitisation de ces formes d'engagement civique, une dissociation entre le civique et le politique, et si ces projets ont bien des effets sur les individus, c'est plutôt dans la formation de citoyens dociles que dans leur émancipation. Et donc, effectivement, dans la pratique, par l'intermédiaire d'actions collectives et l'émergence de leaders, en s'inspirant de l'optique du community organizing, comme on dit, développé par Alinsky, il s'agit de favoriser l'entraide, mais aussi, c'est pas un vilain mot, la conflictualisation, le conflit avec les pouvoirs publics pour peser durablement sur les choix politiques pouvant avoir une influence sur la vie des membres du groupe. Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Maryse, donc, pour rappel, Saul Alinsky, donc, qui est mort en 72, était né en 1909. Tu ne l'as pas dit, mais c'est un agitateur professionnel. Et effectivement, il œuvra dans les quartiers pauvres de Chicago, notamment dans un quartier très connu qui s'appelle Back of the Yard, durant 40 ans jusqu'au début des années 70,
pour organiser des communautés défavorisées, plutôt que de participer, nous disait-il, à leur encadrement dans des programmes d'assistance. Il faut savoir que Solzhenitsyn détestait les travailleurs sociaux. Et donc, l'objectif principal de la méthode du community organizing est de favoriser la conscientisation et le pouvoir d'agir des personnes, souvent stigmatisées, fédérées au sein d'une organisation communautaire, donc une organisation collective, c'est pas communautaire au sens communautariste, pour défendre leurs droits. Par contre, s'inspirer de l'organisation communautaire nécessite aussi d'être conscient de ses limites, comme l'a fait en particulier Jean-François Médard dès la fin des années 60. C'est un politologue français qui a fait une étude donc, aux États-Unis dans les années 60, magnifique étude sur l'organisation communautaire. Et donc, il travaille sur l'organisation communautaire aux États-Unis et qu'il va identifier lorsqu'un intervenant, enfin lorsqu'un expert, ça peut être un intervenant social, cherchant à introduire un changement social dans une communauté locale, va faire participer cette communauté à son propre changement. Et donc, dans ce cadre, il montre qu'il existe deux approches principales de l'organisation communautaire, dont chacune ont leurs limites. Il y a une première approche, une approche consensuelle, puis une seconde, une approche conflictuelle. Dans la réalité, quand on parle du pouvoir d'agir dans le champ social, on s'inscrit toujours dans l'approche consensuelle, notamment quand on parle de développement social. Vous savez, on parle du travail social et du développement social. Le développement social s'inscrit complètement dans cette logique, dans cette approche consensuelle, où il va décrire alors deux techniques principales. Une technique qu'il appelle auxiliaire de planification, ce qu'on appelle le planning. L'objectif, c'est de communiquer la participation. L'important, c'est d'une certaine manière de communiquer le fait qu'on fait participer des habitants, des usagers à une dynamique participative. La deuxième technique, c'est la technique dite d'intégration, dont le but principal, c'est de combattre le processus de désorganisation sociale d'une communauté. Dans l'approche conflictuelle, au sein de laquelle se situe bien sûr le community organizing, il va décrire une technique de contestation, dont l'objectif principal, c'est le renversement plus ou moins radical du rapport de pouvoir. Et dès lors, évidemment, si on revient sur la question qui nous intéresse ici, en dépassant les logiques de communication, du planning, ou de pure contestation, c'est-à-dire du community organizing, sous l'impulsion donc d'un expert du changement, qui peut être un travailleur social, il s'agit de promouvoir des espaces de conflictualisation, pensés comme des lieux de socialisation démocratique et d'émancipation individuelle et collective. Pour moi, les choses sont très simples. L'émancipation, c'est quoi? C'est le développement du libre arbitre. Donc, d'une certaine manière, en réunissant des personnes concernées, capables de comprendre la complexité des enjeux qui les touchent et de formuler des propositions d'amélioration de leur situation. Et donc, si on revient maintenant dans la protection de l'enfance proprement dite, le premier enjeu pour les intervenants sociaux est d'éviter de confondre des situations de maltraitance avec des situations de carence éducative et d'adapter leur mode d'intervention aux différentes situations familiales diagnostiquées. Or, dans la réalité, les pratiques professionnelles observées restent basées sur une évaluation restreinte des liens familiaux. Donc, non, ça marche plus. Ça marche. J'étais sur le... C'est pas grave. Oui, c'est ça. Donc, la transformation des modes d'accompagnement des travailleurs sociaux passe donc par un renforcement de leur capacité d'expertise. Les travailleurs sociaux ne doivent plus seulement être appelés à donner leur avis sur la qualité des liens entre parents et enfants, mais à travailler avec et dans les familles pour étudier et comprendre la totalité de la dynamique familiale, en tentant de limiter le contrôle social de celle-ci, parce qu'évidemment, en faisant ça, on s'inscrit quand même dans une logique qui peut effectivement conduire à un fort contrôle social des familles. On ne s'occupe plus simplement des enfants, mais de toute la famille. Et donc les enfants maltraités doivent ainsi toujours pouvoir être mis à l'abri en bénéficiant des mesures éducatives judiciarisées des structures qui les protègent hors domicile de leurs parents maltraitants. Et dans ce cas, les travailleurs sociaux privilégient alors des actions de protection et d'éducation des enfants. Pour autant, dans ces situations, les services gardiens
doivent également s'organiser pour que les familles ne reproduisent pas évidemment de tels comportements maltraitants et participent donc à la transformation de leur situation sociale, économique, psychologique et bien sûr de leurs attitudes. Et donc en ce qui concerne les enfants carencés, il ne s'agit pas en priorité de les mettre à l'abri, mais avant tout de prévenir la maltraitance en disposant d'une palette de mesures non judiciarisées, j'insiste sur ça, non judiciarisées, suffisamment élargies, notamment dans le cadre de l'accueil modulable et du milieu ouvert. Le second enjeu est la déjudiciarisation complète des mesures éducatives de prévention de la maltraitance. Pour d'une part limiter les rapports asymétriques de domination entre les professionnels de la protection de l'enfance et leurs familles en difficulté, et d'autre part, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini, favoriser un partenariat effectif basé sur une relation de confiance entre les familles et les travailleurs sociaux, participation non culpabilisatrice, non moralisatrice, sauf bien sûr dans des cas de danger de maltraitance avérés. Les familles doivent être pensées comme des partenaires, mais ça c'est une tautologie plutôt que des adversaires des intervenants sociaux. Et donc les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance doivent donc opérer, je crois, et ça concerne aussi les employeurs, une révolution culturelle, tant dans la manière de considérer leur rôle que dans le rapport qu'ils tissent avec les familles populaires pour prévenir de potentielles maltraitances. Et ça sera mon dernier slide. Non, ce n'est pas mon dernier slide, pardon. C'est mon avant-dernier slide. En effet, donc là c'est ce que je vous ai dit tout de suite, donc je me suis planté sur un slide, c'est pas grave. Donc ça sera mon dernier slide. En effet, ces travailleurs sociaux doivent pouvoir s'appuyer, d'une part, sur les ressources et les compétences familiales, élargies et environnementales, c'est-à-dire communautaires pour agir sur les comportements familiaux à l'intérieur du foyer, etc. Et d'autre part, au sein d'une démarche de travail social dit global, on revient aux fondamentaux, sur la multiplicité des acteurs coproducteurs d'un maillage préventif, c'est-à-dire l'école, la prévention spécialisée, les centres sociaux, le tissu économique, et donc qui vont finalement être les coproducteurs d'un maillage qui va permettre l'insertion-intégration des membres de la famille dans leur environnement. Et dans tous les cas, pour ne pas confondre des actions d'aide à la parentalité et de participation avec des actions de moralisation, de contrôle social et d'hyper-responsabilisation, il est important que les intervenants sociaux ne se limitent pas à changer l'attitude souvent stigmatisante à l'égard des familles populaires, mais plutôt agissent en profondeur pour comprendre pourquoi une certaine approche du travail social moralo-sécuritaire et rééducative participe à la production et à la reproduction d'un mépris de classe. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur Boucher. Bon, bah, vous craignez en ouverture de propos les effets de la phase postprandiale. Je pense qu'une approche résolument critique contribue au maintien de l'éveil. Voilà. Et vous avez tapé dans le dur, si vous me prêtez l'expression. La parole est à la salle pour des réactions, des questions, d'éventuelles demandes de précision. Je regarde s'il y a des questions SMS également. Alors on entendait parler là-haut. Oui, une main s'est levée, le monsieur en orange. Bonjour, donc je me posais la question... On se présente s'il vous plaît. Ah oui, je m'appelle Bruno Cano et je travaille dans un service de milieu ouvert, dans la campagne, en Lozère, en zone rurale. La question que je me posais avec l'équipe avec laquelle je travaille, c'est jusqu'à quand on aide les familles et à partir de quand on devient des promoteurs de la paix sociale et des acteurs du gouvernement à ce moment-là. C'est osé ce que je dis, mais... Oui, en tout cas, vous souscrivez je souscris à ce qu'il dit. Et donc, ça voudrait dire qu'on repasse par la contractualisation. Mais quand la contractualisation est brandie comme une menace, qu'est-ce qui nous reste, quoi? C'est-à-dire, soit tu signes l'AED, soit on fait un signalement.
Quelles sont les alternatives à ça? Oui, ça marche? Ça marche? Ouais. Effectivement, c'est un dilemme, mais c'est un dilemme pour tous les travailleurs sociaux. Et là, ça demande à réfléchir, qu'est-ce que le travail social? Déjà, avant la protection de l'enfance, qu'est-ce que le travail social? Donc, je vous invite au mois de septembre à acheter mon livre Champ social, qui s'appelle « Où va le travail social ?» Donc, il sort en mois de septembre. Donc, après, voilà. Après, oui, ça demande qu'est-ce que le travail social, effectivement, et ses missions. Je vais vous faire une confidence, je me rappelle, vous savez, moi, mon premier diplôme, avant d'être professeur d'université, c'était d'être éducateur spécialisé. Et à l'époque, j'étais jeune, évidemment, et j'étais engagé en politique du côté des libertaires. Et donc, je vendais Le Monde libertaire. Et puis, je voyais que tout d'un coup, il y a un article qui descendait le travail social comme des socioflics et tout ça. Ça m'avait vachement choqué. Donc, j'avais dit, bon, je vais écrire un article, et s'il ne le publie pas, je sors de la Fédération anarchiste. Je suis sorti depuis, bien sûr, mais j'étais obligé d'y rester un peu parce qu'ils ont publié mon article. Qui avait une vision donc, du travail social totalement différente de celle qu'avait écrit le collègue militant qui considérait que les travailleurs sociaux étaient des socioflics. Et moi, j'avais essayé de souligner que le travail social, bien sûr, il n'est pas révolutionnaire, au sens où le travail social que je différencie, d'ailleurs, c'est pour ça tout à l'heure on parlait de Saul Alinsky, les community organizers ne sont pas des travailleurs sociaux. Ils organisent les colères, et on appelle ça des tisseurs de colère, dont l'objectif est de renforcer les rapports de force, les rapports de pouvoir. Le travailleur social, lui, d'une certaine manière, il est un spécialiste, il est un professionnel du lien social. Donc il est un professionnel dont l'objectif est finalement d'agir pour que la société soit un peu moins injuste, surtout un peu moins inégalitaire. Et donc il est profondément un réformateur social. On sait très bien que ce matin on parlait de solidarité avec Émile Durkheim, solidarité donc passer d'une solidarité mécanique à une solidarité organique quand on est passé à la société moderne. Et au même moment, il y avait politiquement d'autres acteurs qui parlaient de solidarisme. Et évidemment, lorsque le travail social s'est constitué, comme pour citer Robert Castel, lui, il définit les travailleurs sociaux comme des auxiliaires d'intégration de l'État social. Et ça veut dire que, très clairement, s'il n'y a pas d'État social, il n'y a pas de travailleurs sociaux. Quand on parle d'État social, c'est-à-dire un État qui, sans pour autant remettre en question totalement le système capitaliste, la société de marché, va mettre en œuvre des mécanismes, des dispositifs, va employer des professionnels dont l'objectif est de faire en sorte que les personnes soient un peu moins, vivent un peu moins mal et surtout puissent évidemment retourner dans une dynamique, en tout cas s'inscrire plus dans une démarche d'égalité et surtout de coproduction de la société, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux, je crois fondamentalement que ce sont des acteurs d'intégration. Alors l'intégration, c'est souvent mal vu aujourd'hui, mais l'intégration est un processus sociologique central qui permet le lien social. Et comme le dirait Serge Pogam, finalement le lien social c'est quoi? Eh bien c'est deux grandes logiques. C'est la logique en fait de la reconnaissance et la logique de la protection. Donc les travailleurs sociaux, quand ils travaillent d'une certaine manière en faisant du lien social, eh bien, ils travaillent pour permettre à des individus qui sont dans des situations de difficulté d'être protégés par la société et d'être reconnus par la société. Et on sait très bien, comme les travaux des sociologues de l'exclusion le montrent très très bien, c'est quand les liens sociaux se décomposent que les personnes véritablement vont rentrer dans un processus, une escalade, qui vont les amener jusqu'à l'exclusion. Et donc la déliaison sociale. Donc pour répondre à votre question, j'ai fait un petit peu... mais pour répondre à votre question, je crois que lorsque les travailleurs sociaux agissent dans le sens de ce que je viens de vous définir, ils n'agissent pas contre les opprimés, ils agissent justement pour leur émancipation. Merci à vous. D'autres questions dans la salle? Est-ce que vous pouvez rallumer, s'il vous plaît, qu'on voit bien si certaines... Oui, je vois un micro qui se distribue là-haut. Ok, on vous écoute. Oui, nous sommes de plus en plus... on se présente.
Suzanne Jacquier, j'exerce des mesures d'action éducative à domicile uniquement. J'ai de la chance encore. Nous sommes de plus en plus freinés par nos institutions et nos administrations. Exemple, en Haute-Savoie, à un moment donné, on n'avait pas le droit de s'adresser à un maire, par exemple. Donc il y a beaucoup de freins, si bien que, moi c'est ma manière de voir, on s'enferme un petit peu dans le suivi individuel des familles et on n'a plus trop de partenariats. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, que tout le monde vous entende bien. On n'a plus trop de partenariats. Donc, si... ouais, on va tenter une reformulation pour être sûr de vous avoir compris. En gros, des logiques, là encore, vous semblez abonder dans le sens de M. Boucher, c'est-à-dire des logiques de plus en plus individuelles, y compris avec des restrictions dans votre pouvoir d'action. Vous avez dit que vous ne pouviez pas vous adresser, par exemple, au maire de la commune dans laquelle vous interveniez, ce qui fait que, en gros, l'individualisation de l'accompagnement est une limitation, notamment au partenariat, avez-vous dit. J'ai bien reformulé ? Oui, oui, c'est ça. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement compris, mais je vais essayer de l'interpréter également. La question que vous posez, c'est à nouveau en fait la question du rapport aux politiques des travailleurs sociaux. Puisque si vous parlez du maire, c'est donc évidemment un acteur politique local. Et évidemment, donc bien entendu, ils ont des prérogatives en matière de sécurité, mais ils ont aussi des prérogatives en matière de solidarité. Et donc... bien entendu, ce que ça met en perspective, c'est que le travail social, il est clairement une action sociale politique. Il n'y a pas de travail social sans réflexion politique, sans des choix politiques. Donc c'est vrai que, là, je ne connais pas bien votre situation à vous, bien entendu, mais le fait que vous ne puissiez pas rentrer en relation directe avec un maire, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, en fonction de votre service ou de votre lieu de travail, c'est sûr que comme les institutions, en tout cas les employeurs des travailleurs sociaux sont eux-mêmes dans des logiques économiques et financières qui sont complètement reliées à des choix politiques locaux, ça peut être très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, l'action d'un travailleur social, en ce sens, devient très stratégique. Donc, et moi, il me semble, effectivement, que dans ces configurations-là, les employeurs des travailleurs sociaux doivent justement mettre au parfum les travailleurs sociaux et finalement partager une logique d'action politique qui va permettre effectivement d'aller dans le sens, par exemple, du projet associatif de l'association pour agir justement dans le territoire où vous êtes. Mais il faudrait que je connaisse un peu mieux la situation. Vous savez, je travaille en ce moment beaucoup avec la prévention spécialisée. C'est complètement au cœur de l'action des travailleurs sociaux de prévention spécialisée. Ils sont au cœur de situations sensibles, difficiles, dans des lieux qui sont potentiellement sulfureux d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue médiatique. Et là, on voit bien que les travailleurs sociaux, la manière dont ils vont agir, vont avoir des conséquences potentielles sur toute la dynamique locale, mais aussi, évidemment, sur les pouvoirs locaux. Donc, voilà. Donc, moi, je milite effectivement pour une conscientisation par tous les acteurs que le travail social n'est pas justement purement technique, puisqu'on a cru, pendant les années 80, on a technicisé le travail social. Non, le travail social, il est d'abord politique. Merci. Il y a encore une question en haut et une en bas, je crois. Alors, on fera question courte, réponse courte pour des besoins de SNCF. Bonjour. C'est vrai. En haut, en bas. C'est pour vous. Bonjour. Alors, peut-on rallumer la salle, s'il vous plaît ? Ça fonctionne, oui. Et est-ce que vous pouvez lever la main ? Voilà, tout en haut. On vous écoute. Bonjour, Marie Després, je suis éducatrice à EMO à Limoges. Et j'ai du mal avec le son, pardon. Je voulais revenir sur la question de la carence et de la maltraitance. Je suis un petit peu perdue, je vous avoue. Parce que moi, quand je suis arrivée dans le milieu de la protection de l'enfance, on me disait qu'il fallait faire attention aux dangers. Alors, c'était déjà très, très flou pour moi. Ensuite, on m'a dit qu'il fallait s'attacher aux besoins de l'enfant. Voilà, et évaluer le danger en fonction de ça. Et là, je voudrais savoir si vous aviez quelque chose qui va pouvoir m'aider à définir ce qui est de l'ordre de la carence, et donc qui n'est pas dangereux, et ce qui est de l'ordre de la maltraitance, où là, on est dans quelque chose qui doit être judiciarisé, du coup. Non, je comprends complètement votre désarroi. Parce que quand je travaillais là-dessus, évidemment, j'étais aussi un peu dans ce désarroi.
Et il a fallu évidemment travailler, essayer de réfléchir avec tous ces entretiens, ces observations que nous avons fait, pour essayer de faire la différence. Et en même temps aussi, on était aussi un peu aussi influencé par les acteurs des départements qui souhaitaient effectivement qu'il y ait un changement, comme je vous le disais, de la culture du placement, mais pour des raisons qui n'étaient pas forcément des raisons éthiques. Donc, mais par contre, une chose est sûre, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon dernier slide, c'est qu'à un moment donné, pour agir dans l'intérêt de l'enfant, mais aussi de sa famille, je suis désolé, eh bien, lorsqu'il y a carence éducative, mais qu'elle est reliée à une situation de détresse économique, de détresse même au niveau à la santé, etc., des parents, il est nécessaire que les travailleurs sociaux puissent justement agir pour lever cette carence, mais en considérant l'action avec les familles comme centrale de leur action. Or, ce que nous avions constaté, c'est que, parce que les travailleurs sociaux sont aussi des salariés, qui sont aussi dans des injonctions multiples, et qui faisaient qu'à un moment donné, pour protéger d'une certaine manière aussi, je dirais, leur équilibre, eh bien, faisaient des choix qui étaient des choix, je dirais, plus organisationnels que des choix, justement, liés à des principes qui étaient justement liés au fait que, évidemment, si on fait une différence entre carence et maltraitance, lorsqu'on est dans la maltraitance, d'une certaine manière, il s'agit de protéger l'enfant, évidemment, de le mettre hors, enfin, de permettre que ses parents ne continuent pas à le maltraiter. Par contre, lorsque les parents sont dans la carence, non pas parce qu'ils ont la volonté de les maltraiter, mais parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de pouvoir correctement, entre guillemets, les socialiser, les éduquer, et bien de les aider à pouvoir le faire. C'est simple. C'est très simple. Et donc, la question évidemment, nécessite des revendications du côté des travailleurs sociaux pour avoir les moyens de l'opérer. Ce qui n'est pas acceptable, c'est l'injonction paradoxale dans laquelle se trouvent les travailleurs sociaux, de devoir, d'une certaine manière, confondre carence et maltraitance. Et donc, nous, ce qu'on avait opéré également, et ce qu'on avait vu, c'est que vous aviez des travailleurs sociaux qui demandaient la judiciarisation aux magistrats. Et donc, lorsque les parents ne rentraient pas dans les fourches codines telles que le travailleur social l'avait imaginé au départ, qui pouvaient montrer quelques résistances, mais qui peuvent s'analyser, et bien à ce moment-là, on demandait une judiciarisation pour régler le problème. Or, nous, ce qu'on dit dans notre rapport, c'est que justement, il ne faut pas régler le problème. Parce que sinon, effectivement, c'est passé à côté et de pourquoi on est réunis aujourd'hui, c'est comment on fait pour développer, comment on fait pour développer le pouvoir d'agir. Et si on développe le pouvoir d'agir, avec soi-disant, que ça ne soit pas des mots creux, là, tous ces concepts, mais des réalités, mais reliés à des convictions. Donc quand on est travailleur social et qu'on considère effectivement que les personnes en situation de difficulté, eh bien, elles s'inscrivent dans des logiques qui pourraient être contrecarrées par une action collective, eh bien, il faut le mettre en œuvre. Voilà. Donc je ne dis pas que la faute concrètement et uniquement aux travailleurs sociaux, c'est aussi les conditions de travail dans lesquelles ils sont, mais pour autant, il doit faire une différence entre la carence et la maltraitance. Merci à vous pour ces précisions.